Bonjour, nous sommes ravis de recevoir Aline Peugeot sur le média Vertical Project. Aline est médium, conférencière, formatrice en entreprise et en développement personnel. Elle est l'auteure de 2 livres qu'elle a écrits, Du chaos à l'éveil spirituel, donc qui relate toute son histoire de vie, toutes les épreuves, les souffrances qu'elle a pu endurer et comment elle a dépassé ces épreuves en cheminant vers la voie de la spiritualité et l'ouverture de conscience et la connexion avec l'invisible. Elle a écrit également Du fond de la classe au devant de la scène, donc qui est un livre où elle explique, où elle conseille comment déployer ses capacités extrasensorielles, ses capacités intuitives, son intelligence pour bien s'épanouir dans sa vie. Aline a su choisir la voie du cœur, de l'épanouissement personnel, de la confiance en la vie et de la sagesse à travers toutes les épreuves qu'elle a endurées, qu'elle a dépassées. Elle va nous raconter son histoire, comment toutes ces épreuves l'ont emmenée vers un développement spirituel et vers l'ouverture de conscience en connexion avec l'invisible et sa médiumnité. Alors j'ai eu un début de parcours de vie un peu compliqué, chaotique, parce que j'ai eu des géniteurs qui n'étaient pas ensemble, une mère qui m'a gardée jusqu'à l'âge de 2 ans et qui ensuite m'a abandonnée, et j'ai connu l'orphelinat jusqu'à l'âge de 5 ans et demi. J'ai été adoptée par une famille qui n'était pas forcément aguerrie sur la question de l'affection. Et en fait, c'était un début de parcours très déstructuré, dans lequel j'ai développé énormément de manque, de frustration, notamment d'affection, d'écoute, de respect, de considération. Et j'ai été dans cette quête de reconnaissance, en fait, dans cette quête d'existence. Et je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un dialogue cohérent avec les adultes qui étaient en face de moi. Et donc, j'ai pas pu me construire avec des bases stables, avec un socle solide. Et donc, je me le suis créé par rapport à mes observations de l'extérieur, de l'entourage qui était proche de moi. Les comportements étaient assez incohérents, donc c'était très difficile de faire des déductions, d'avoir des convictions ou des certitudes sur beaucoup de choses, sur l'éducation, sur mes compétences. C'était un milieu très négatif où, comme la société, en fait, à l'image de la société, où on appuie vraiment là où vous péchez, là où vous êtes faible, et on ne remarque pas forcément là où vous avez des compétences, des forces. Et donc, forcément, j'ai grandi en étant dans la mésestime, dans cette vérité que je n'étais pas aimable. Voilà, donc c'était compliqué parce que j'ai été adoptée par une famille bourgeoise. Donc, on va dire que le peuple me voyait comme la fille d'eux, donc j'étais rejetée par le peuple. Et dans ma famille bourgeoise, j'étais le vilain petit canard qui ne correspondait pas au code de la bourgeoisie. Donc, j'ai été rejetée également dans la famille qui m'avait recueillie. Donc, c'était très compliqué, pas de place dans ce monde. Pas de base, et j'ai dû faire avec ces éléments, c'est très peu d'éléments, et c'est juste impossible pour un être humain d'évoluer sans communication. Il se meurt, il tombe malade, psychologiquement, physiquement, et je suis arrivée à un milieu de vie où j'avais beau, suite à une période en mode survie, on va dire, où j'ai tenu le coup en me mariant, en ayant des enfants, une maison, en allant en vacances, en ayant les chiens, enfin tout ce que la société recommande d'avoir pour un bonheur. Donc de l'extérieur, vu de l'extérieur, tout était formidable, mais dans mon intérieur, c'était très déstructuré, chaotique. C'était une tombe en fait, et cette tombe a commencé à hurler en milieu de vie, à m'appeler, on va dire. Et j'ai voulu en finir avec cette vie qui était juste pas épanouissante, si ce n'est destructrice de plus en plus. Parce que aucun élément extérieur ne peut venir combler ou reconstruire ce qui est complètement fracassé à l'intérieur. C'est véritablement l'intérieur qui peut se reconstruire de l'intérieur.
Et c'est à ce moment-là de ma vie où me laissaient deux seules possibilités devant moi. C'était ou finir cette vie et abandonner les enfants comme moi on m'avait abandonné, et ça c'était juste hors de question, ou alors trouver un moyen de voir autrement cette vie, de la rendre supportable. Et là on entre complètement dans le développement personnel, où je suis entrée par des bifurcations, par des petites portes en petites portes, de livres en autres livres, de thèmes en d'autres thèmes. Je me suis posé beaucoup de questions sur le sens du pourquoi, du comment, où va-t-on, d'où on vient, à quoi ça sert. Voilà, parce que je me disais, c'est juste pas possible de venir sur Terre, de souffrir et de mourir. Il doit y avoir un sens autre qui m'échappe, et je suis allée à la rencontre de ce sens, justement. Et c'est là qu'a véritablement commencé ma vie, ma véritable vie, et donc une renaissance en milieu de vie. Voilà. Aline, est-ce que tu penses qu'il faut obligatoirement passer par des expériences douloureuses de souffrance pour s'éveiller à la spiritualité et ouvrir ses connexions médiumiques? Alors heureusement non, c'est pas une obligation de passer par la douleur pour connaître l'épanouissement. Il y a des gens qui arrivent sur Terre avec un niveau de conscience bien élevé, déjà, avec une spiritualité bien présente aussi. Et ça, je le constate dans les nouvelles générations à venir. Je pense qu'ils sont, on va dire, déconnectés, un petit peu réfractaires au conditionnement, plus que les anciennes générations où on nous apprenait à obéir aux parents et donc à la société. Et les enfants maintenant sont beaucoup plus ouverts à des mondes virtuels et compagnie, avec d'autres technologies, et du coup sont un peu, ont une prise de recul par rapport à la société et développent des questionnements ou des observations que nous on n'avait pas forcément à l'époque. Donc, bien heureusement, non, il n'est pas obligé de souffrir pour ensuite aller mieux. Mais c'est parallèlement, la souffrance ne fait pas les gens meilleurs. Il y a des gens qui ont des parcours horribles et qui finissent criminels ou qui finissent dans l'aigreur, dans la vengeance, donc qui ne vont pas aller vers la spiritualité non plus. Donc, l'un n'entraîne pas forcément l'autre, et puis l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Donc, tout dépend, c'est selon les consciences de chacun. Alors, par rapport à ces connexions médiumiques, est-ce que tu peux nous expliquer comment précisément se manifestent ces connexions? Par quelle modalité? Et comment tu peux savoir que l'information que tu reçois est juste? Alors, la communication avec des mondes subtils, comment ça se manifeste? Chez moi, c'est, on va dire, un écran intérieur où ça s'écrit en même temps que je le lis. Il y a une espèce de simultanéité dans le temps. Qu'on retrouve beaucoup dans les témoignages de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, c'est-à-dire que on n'a pas le temps de poser la question, qu'on a déjà la réponse. Moi, c'est pareil, ça s'écrit et en même temps, je le lis. Là, on défie, on fait vraiment l'expérience de cet autre temps où tout est en même temps, ce fameux temps présent où tout est là. Ça se manifeste de cette façon, parfois auditif, j'entends d'un côté uniquement, jamais des deux côtés ensemble. Ça peut être également, c'est des certitudes en fait, c'est des ressentis, la fameuse évidence du médium en fait. Quand tu lui demandes comment tu sais ça, mais pour eux ça leur semble logique, évident, parce qu'il n'y a pas de doute. C'est une sorte de déduction qui n'est pas issue d'un raisonnement mental, justement. Comment je sais que c'est juste? Ben, en fait, ça se vérifie dans le temps. Et quand on a cette assurance, à force de pratique, on ne doute jamais. Quand on lit sur ce fameux écran intérieur, il n'y a pas d'erreur possible, en fait. Quand on reçoit, c'est toujours juste. Si on exprime quelque chose qui s'avère faux, c'est qu'on a cherché, on a voulu donner une réponse inconsciemment, on a été dans la déduction, même peut-être rapide ou subtile, parce qu'on a un ego qui n'accepte pas le silence ou de ne rien dire ou de ne pas savoir. Donc, au lieu de vouloir à tout prix donner une réponse quand on nous pose une question, savoir retrouver cet état d'humilité où on n'est que canal et qu'on ne reçoit que ce qu'on nous permet de recevoir, et qu'il y a plus grand que nous qui décide si l'information est accessible ou pas quand c'est lors d'un questionnement.
Je précise ça parce que je vais, je pense tout à l'heure, parler de cette possibilité de capter l'information dans son état de données, quand elle n'est pas encore matérialisée. Mais là, c'est dans un autre domaine. En l'occurrence, quand on est dans cette demande, dans cette attente de connexion avec l'invisible, accepter de ne rien recevoir, voilà. Sinon, tout ce qui est perçu est indéniablement toujours juste, toujours, voilà. Tu distingues différents plans de communication avec l'invisible, comme un plan de communication avec les défunts, avec les guides spirituels. Comment ça se manifeste en toi, ces différences? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément? Alors on perçoit, on capte différentes sources d'informations. Au début, quand on est sur ce cheminement-là, on est encore sur des questionnements purement humains. C'est qui? Pourquoi? Comment? Et je conseille aux gens d'éviter ce genre de questions. Comment il s'appelle? D'où il vient? On s'en fiche. À partir du moment où on capte, on est heureux, on se réjouit. Et c'est là que le canal va rester fluide. Dès qu'on commence à mettre des considérations purement humaines, on se complique la vie, on se triture le cerveau et ça va vraiment étrécir ce canal-là. Donc, comment on perçoit la différence on va dire, de plan vibratoire? C'est que quand c'est très élevé, on va dire, c'est très subtil, ça fait tourner la tête. C'est un état de conscience modifié qu'il est très difficile de maintenir dans le temps. On ne se sent pas bien parce qu'on n'a pas l'habitude, nous on a l'habitude de notre densité terrestre. Lorsque c'est des défunts, ils ont eu cette expérience plus ou moins proche de cette matière et on la retrouve un petit peu. C'est moins fatigant, c'est moins déstabilisant et surtout les défunts ont à cœur de se faire reconnaître. Donc il y a des images comme des diapositives en noir et blanc qui viennent s'ajouter à l'information.